Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chaudron de l'Ermite. Ici, on parle de magie, de chamanisme, de paranormal et de travail avec les esprits. Pour les nouveaux arrivants, je suis Adaline, ou Lynn, votre hôte, connue sous le nom The Hermit Witch Mama, sur Instagram comme sur YouTube. Je suis chamane et médium à plein temps et sorcière à mes heures. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous soyez partis en vacances ou non. Me voilà de retour en cette rentrée 2025. Perso, j'ai surtout pris des vacances des réseaux en choisissant de ne poster que sporadiquement sur Instagram et en laissant le reste de côté. J'ai préféré me concentrer davantage sur mes prestats, mes proches, les activités estivales et sur mon besoin de ralentir et de décrocher un peu. J'ai tout de même passé quelques jours plus au nord pour visiter ma copine Peggy Lurton, que vous connaissez probablement déjà, et rencontrer Sandy Lagdar dans sa boutique à Angers. Et aussi célébrer un anniversaire et un mariage en Bretagne dans la famille de mon mari. Le tout en 5 jours. Autant vous dire que ce n'était pas de tout repos. Côté news, j'ai décidé de reprendre toutes mes activités de live sur Instagram, de vidéos sur YouTube, d'épisodes de podcast bien sûr, mais de manière plus spontanée. Je m'explique. Je n'ai plus l'envie de produire sur un rythme régulier pour satisfaire tel ou tel algorithme. Honnêtement, ce petit jeu me saoule, comme bien d'autres créateurs. Et si on remet les points sur les i, je ne suis pas créatrice de contenu, je suis chamane. J'ai donc envie de passer plus de temps à chamaniser. J'ai l'envie aussi de produire du contenu inspirant et authentique quand quelque chose me parle. Et finalement, d'incarner véritablement ce que je crée. Aussi, côté consultation, mon planning se remplit déjà bien et les prochains créneaux sont pour le mois d'octobre à présent. Comme d'habitude, je garde toujours des petites plages à droite à gauche pour les urgences de type extraction chamanique ou nettoyage des lieux. Bien. Aujourd'hui, je voulais aborder une question qui revient souvent. Faut-il avoir peur des esprits ? C'est une question qu'on me pose régulièrement et qui résonne encore plus fort quand je vois les réactions dans ma vie quotidienne, dans mes consultes, mais aussi sur les écrans, les films, les séries et même dans les commentaires que les gens partagent sur les réseaux. Quand on me demande si les esprits sont dangereux, j'ai souvent envie de répondre par une comparaison très simple. Les esprits, on peut les aborder comme on aborde les gens dans la vie de tous les jours. On croise des personnes bienveillantes, des personnes neutres, des personnes un peu bizarres, un peu cheloues, et parfois aussi des franchement dangereuses. Mais entre ces 4 grandes catégories, il y a une infinité de nuances, et c'est pareil pour le monde invisible. La grande différence, c'est qu'avec les humains, on a nos repères. On peut lire sur les visages, on capte le langage corporel, on entend la voix, on voit les gestes, on peut jauger. Avec les esprits, tout ça est beaucoup plus subtil. Et cette subtilité nourrit très vite la peur. Parce qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas toujours tout ce qui se passe. Une grande partie de notre peur vient de la culture. Et elle est souvent très profondément ancrée. D'abord, il y a l'influence des films et des séries. On a tous grandi avec L'Exorciste, Conjuring, Poltergeist, Amityville, The Ring et tant d'autres. Dans ces récits, les esprits ne sont jamais des présences discrètes ou subtiles. Ce sont des forces terrifiantes, manipulatrices et même parfois violentes. Le résultat ? Même si on n'a jamais vu un seul fantôme de notre vie, on part avec l'idée qu'un esprit qui se manifeste est automatiquement dangereux. Et puis, il y a le spiritisme et cette peur très spécifique des planches Ouija. Combien de fois j'ai entendu que c'était dangereux ? La planche Ouija est devenue un symbole presque diabolique. Pourtant, ce n'est qu'un outil. C'est comme un téléphone, tout dépend de qui on appelle et comment on s'en sert. Mais l'imaginaire collectif l'a transformé en objet maudit par excellence. La religion
a aussi façonné cette peur. Dans beaucoup de traditions, le contact avec les esprits est vu comme dangereux, voire comme un péché. Si un esprit se manifeste, on nous répète que ce n'est peut-être que l'ombre d'un démon ou une influence maléfique. Ces représentations ont marqué plusieurs générations, au point que même des personnes non religieuses gardent cette peur en arrière-plan. Enfin, il y a aussi toutes les petites phrases qu'on entend encore aujourd'hui. Il faut laisser les morts tranquilles. On ne sait jamais sur qui on va tomber, alors autant ne pas tenter. Si tu ouvres la porte, tu ne sais pas qui peut entrer et tu ne sauras pas la refermer. Toutes ces représentations nourrissent une peur culturelle profonde avant même qu'on ait fait la moindre expérience personnelle. Et pourtant, même quand les autres réagissent avec peur ou méfiance face aux esprits, il arrive que l'invisible nous apporte du réconfort. Par exemple, je me souviens d'un soir où mon ex tenait des propos vraiment désagréables sur mes pratiques et les esprits. Tout à coup, j'ai senti l'odeur du tabac à pipe de mon grand-père que j'aimais profondément. Et dans le même temps, j'ai eu la sensation d'être enveloppée dans une couverture pleine d'amour. Et ce moment m'a rappelé que l'invisible peut nous soutenir et nous protéger, indépendamment de la peur ou du jugement des autres, et des croyances culturelles, des peurs déjà bien ancrées. Mais la peur n'est pas seulement culturelle, elle a aussi une racine biologique très ancienne. Notre cerveau reptilien, celui qui gère nos réflexes de survie, déteste l'inconnu. Quand il ne comprend pas une situation, il nous alerte instantanément. C'est un mécanisme de protection. Si vous marchez dans une forêt et qu'un craquement retentit derrière vous, votre corps réagit avant même que vous sachiez si c'est un écureuil ou un sanglier. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, l'adrénaline monte. Ce réflexe nous a sauvés des milliers de fois dans l'histoire humaine. Avec les esprits, c'est la même chose. Une atmosphère qui change, un frisson dans la nuque, une sensation de présence, et notre corps entre en alerte. Même si l'esprit n'est pas menaçant, notre cerveau interprète le signal comme un danger potentiel. Donc, la peur a un rôle protecteur. Elle empêche de foncer tête baissée dans quelque chose qui pourrait nous dépasser. Mais utile ne veut pas dire absolu. La peur n'est pas toujours la vérité sur le danger. Parfois, elle est juste un garde-fou provisoire. Dans de nombreuses traditions chamaniques, la peur est vue comme une étape initiatique. On dit souvent « tu ne peux pas rencontrer les esprits si tu ne sais pas traverser tes peurs ». Et c'est vrai. La première fois qu'on ressent une présence, que l'air change dans une pièce, que le corps entier réagit, si on choisit de rester, de respirer et d'observer, on apprend quelque chose. On gagne en force intérieure, en confiance et aussi en compréhension. La peur devient alors un gardien du seuil. Elle teste notre préparation et notre intention. Elle nous demande « Es-tu vraiment prêt à franchir cette porte ? Veux-tu aller plus loin ?» Et si on franchit le seuil, la peur peut se transformer en apprentissage, en initiation et en outil de discernement. Par exemple, lors de ma retraite pour ma quête de vision dans les Pyrénées il y a quelques années, j'en ai parlé très souvent, l'entité qui était présente m'a fait ressentir une peur vraiment intense, paralysante. J'étais terrifiée, mais je ne voulais pas quitter les lieux. J'ai fait tout ce que je savais faire, brûler une bougie de protection, allumer avec intention des feux dans la cheminée pour me protéger. J'ai appelé mes esprits alliés pour me protéger, pour m'accompagner, pour me soutenir. Malgré tout, j'avais cette peur au ventre. Je ne me sentais pas en sécurité, mais je voulais surmonter ce moment et ne pas fuir. C'était un apprentissage puissant, finalement, sur la peur, la protection et la confiance en moi. Une autre dimension rarement abordée, les esprits nous servent souvent de miroir. Ce qui nous effraie chez eux peut refléter une partie de nous-mêmes, une blessure, une mémoire, un blocage, une ombre
que nous ne voulons pas voir. Certaines expériences de hantise ne sont pas simplement des attaques venant de l'extérieur, mais plutôt des dialogues entre l'invisible et ce qu'on porte déjà en nous. Et dans ces moments-là, la peur n'est pas punitive. Elle devient une invitation à regarder ce qui demande à être vu, à explorer l'intérieur de soi avec conscience et avec douceur. Il est essentiel de distinguer les esprits entre eux. Un défunt, un ancêtre, ce n'est pas la même chose qu'un esprit de lieu ou qu'une entité de la nature. Certains cherchent à communiquer, d'autres protègent leur territoire, d'autres encore passent simplement leur chemin. Mélanger tout ça et dire que les esprits sont dangereux, c'est un peu comme dire que tous les humains sont dangereux. C'est simpliste. Laisser les morts tranquilles. Cette idée mérite qu'on s'y attarde. Tout d'abord, d'après mon expérience, c'est parfois les défunts qui cherchent à communiquer, pas nous. J'en conclus donc, encore une fois, que cela dépend des esprits à qui on a affaire. Certains veulent probablement qu'on leur fiche la paix, ok, et d'autres sont en demande de communiquer. Quand quelqu'un dit « il faut laisser les morts tranquilles », est-ce qu'on parle vraiment des morts ? Ou est-ce notre propre peur de la mort que nous projetons ? Dans nos sociétés, la mort est souvent taboue, cachée, médicalisée. Communiquer avec les morts est perçu comme interdit ou effrayant. Et pourtant, dans beaucoup d'autres cultures, les ancêtres font partie de la maison, ils sont consultés, honorés, et leur parole est même respectée. L'inquiétude ne vient pas d'eux, mais de notre malaise face à la fin de vie et à l'inconnu. Une autre distinction clé, la peur héritée versus la peur ressentie. La peur héritée, c'est celle que l'on reçoit de la famille, de la religion, de films, de la culture. La peur ressentie, c'est celle qui surgit dans l'instant, dans le corps. Il est essentiel de savoir faire la différence. Demandez-vous, est-ce que j'ai peur parce qu'on m'a appris à avoir peur ? Ou est-ce que mon corps me signale un danger réel ici ? Cette nuance permet de ne pas être prisonnier de peurs héritées, tout en restant attentif aux signaux corporels qui protègent réellement. Toutes les traditions chamaniques et spirituelles insistent sur un point. Le respect est la base de toute interaction avec l'invisible. Approcher un esprit n'est pas un jeu, ni un défi. Ce n'est pas comme certains chasseurs de fantômes ou certains médiums qui provoquent pour le spectacle, qui cherchent l'effet dramatique ou la peur pour impressionner. Ces pratiques-là créent du désordre, attirent parfois des énergies indésirables aussi, et brouillent totalement la compréhension du monde invisible. Dans la tradition chamanique, tout est différent. On approche toujours l'invisible avec une intention claire, et souvent avec le soutien d'alliés, comme les esprits guides, les animaux de pouvoir, les ancêtres. Ces alliés servent de médiateurs, de protecteurs, et permettent de travailler dans le respect et la sécurité. La relation avec l'invisible n'est jamais arrogante, ni brutale. Elle est basée sur l'écoute, la conscience et l'éthique. Je communique quotidiennement avec mes esprits alliés, et parce que cette porte est ouverte, ils me guident chaque jour. J'ai reçu régulièrement des coups de pouce de l'invisible pour m'avertir de pas mal de choses, ce qui m'a permis d'apporter en temps et en heure mon aide et mon soutien à mes clientes comme à mes proches. Cela illustre parfaitement comment, au-delà de la peur ou des idées reçues, l'invisible peut être un allié concret dans notre quotidien. Le respect transforme la peur en apprentissage. Quand on respecte, on n'a plus besoin de trembler. On reste ancré, on reste lucide et capable de créer une interaction harmonieuse plutôt qu'une confrontation chaotique. Avant de conclure, je voudrais vous proposer un petit exercice, simple, sûr, pour vous connecter à l'invisible et observer vos réactions.
Installez-vous confortablement, les pieds bien ancrés au sol. Fermez les yeux si vous le souhaitez ou gardez-les doucement ouverts. Respirez lentement. Imaginez que vous êtes entouré d'une lumière protectrice. Vous allez inviter un allié, un esprit guide, un animal de pouvoir ou même un ancêtre dont vous vous sentez proche. L'idée n'est pas de provoquer ou de chercher un contact forcé, mais simplement de sentir l'énergie autour de vous, d'observer vos sensations corporelles, vos frissons, vos pensées. Si quelque chose vous met mal à l'aise, respirez, notez ce que vous ressentez et laissez passer. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. L'objectif est simplement d'apprendre à reconnaître vos réactions, vos peurs et à rester ancré et respectueux dans le contact avec l'invisible. Vous pouvez faire cet exercice quelques minutes, quelques fois dans la semaine, juste pour vous familiariser avec vos sensations et votre intuition. En conclusion, doit-on avoir peur des esprits ? Je dirais non. On doit rester attentif, respectueux, ancré. Et la peur peut devenir, finalement, si on s'en sert comme il se doit, un outil, une initiation et un apprentissage. Et si jamais vous sentez qu'il y a un vrai malaise, que quelque chose vous dépasse, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et c'est exactement ce que je propose dans mon travail. Des analyses de maison pour comprendre ce qui se passe dans un lieu, du contact défunt pour établir des liens, trouver la paix, et des extractions chamaniques comme des nettoyages de lieux pour nettoyer, couper ce qui n'a pas ou plus lieu d'être. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura éclairé et aura apaisé peut-être certaines de vos peurs. À bientôt et en attendant, soyez sages.